Bonsoir à tous, heureuse d'être avec vous en ce dimanche 16 mars. Voici les titres de l'actualité. En ce week-end sportif, nous reviendrons sur la défaite de la Roca Team en demi-finale de la Coupe de France. Nous prendrons ensuite la direction de l'Australie où le premier Grand Prix de la saison a eu lieu avant de nous diriger vers Nice, un peu plus près de chez nous, pour la dernière étape du Paris-Nice. C'est le Prince Albert II qui en a donné le départ. Nous serons en duplex avec Marco Muratori dans la région de Turin. Le directeur de Special Olympics Monaco dressera le bilan des Jeux mondiaux d'hiver qui se sont achevés hier et auxquels 11 athlètes monégasques ont participé. Nous recevrons également Thomas Brezzo. Actuellement au Mexique, le président du Conseil national a assisté à la conférence mondiale des femmes parlementaires. Enfin, en clôture de ce journal, vous découvrirez le prochain film à l'affiche du Théâtre des Variétés mardi, proposé par l'Institut audiovisuel. Le coup de sifflet final a retenti il y a une heure, signant la fin de l'aventure pour la Roca Team aux portes de la finale de la Coupe de France. Peu inspirés, les Monégasques se sont inclinés 102 à 99. L'AS Monaco, équipe pourtant favorite, quitte la compétition au terme d'un match serré qui a basculé dans les dernières minutes en faveur des Manceaux, définitivement la bête noire de nos rouges et blancs. La finale opposera donc le Mans au Paris Basket le 26 avril prochain à l'Accor Arena. En Australie, Charles Leclerc termine à la 8e place du premier Grand Prix de la saison de Formule 1. Son binôme Lewis Hamilton termine lui 10e. Ce dimanche, les deux pilotes ont été mis en difficulté par une météo capricieuse et c'est Lando Norris de l'écurie McLaren qui a été sacré vainqueur. Déception donc pour Ferrari qui compte bien faire mieux lors de la prochaine course en Chine le 23 mars. Plus près de chez nous à Nice, c'était l'effervescence. La promenade des Anglais était noire de monde pour la 8e et dernière étape du Paris-Nice. La bataille pour le maillot jaune a été remportée par l'Américain Matteo Jorgensen pour la deuxième année consécutive. Quelques heures plus tôt, le départ de la course cycliste avait été donné par le Prince Albert II, comme vous pouvez le voir sur ces images. En foot, l'AS Monaco remonte sur le podium de la Ligue 1 à l'issue du match d'hier sur la pelouse d'Angers. Score final 2-0, permis par Biarret et Akliouche sur penalty. Les hommes d'Adi reviennent ainsi à hauteur de Nice, 3e, avant le derby programmé le 29 mars prochain. De leur côté, les gymnastes de l'Étoile de Monaco ont assuré leur maintien dans le top 12 hier en arrachant le nul face au club de Cascoles, 36 à 36. Il s'agit du championnat élite de la gymnastique française. Bravo à eux. Tout au long de la semaine, nous avons suivi l'aventure de Special Olympics à Turin. 11 jeunes athlètes en situation de handicap mental ont participé aux Jeux mondiaux d'hiver. La principauté a été représentée dans 3 sports, le ski alpin, la course de raquettes et le ski de fond. Nous sommes avec le chef de la délégation de Special Olympics Monaco pour dresser le bilan de ce déplacement. Bonsoir Marco Muratori. Bonsoir Sarah. Vous revenez tout juste de Turin. Que retenez-vous de cette semaine? Je pense qu'il y a juste un mot qu'on peut, enfin une phrase qu'on peut dire, Paris gagné. On avait parié sur les petits tout, comme on l'avait déjà dit au début du reportage. Ils ont chaviré des montagnes. Voilà, on y est en plus en plein. Vraiment, très étonné de certains. Un groupe homogène, 11 compétiteurs qui ont performé ou pas, mais la dernière journée reste quand même vraiment émotionnelle. Vraiment, je ne sais pas, il y avait eu vraiment ce groupe que je n'ai pas trop vu de ces dernières années à Special Olympics, surtout avec un mélange de personnes déjà sportivement reconnus et ce pari avec des petits tout qui ont été plutôt gagnants, pari gagnant. Et parlez-nous justement de cette ambiance sur place, c'est une ambiance particulière qui les distingue des Jeux olympiques ordinaires? L'ambiance, elle est particulière parce que on reste un petit groupe, après Monaco fait toujours rêver. On a de la chance encore là, avec d'autres contacts, d'avoir encore des invitations en Andorre, au Liechtenstein, on en a encore parlé. On a parlé aussi des prochains Jeux, que je vous parlerai un peu plus tard. Mais oui, l'ambiance a été conviviale, même avec les autres nations. Même si le groupe a été un peu séparé en deux, on s'est toujours retrouvés. Tout le monde est venu supporter les autres sports. Et hier, ça a été vraiment... vraiment, j'insiste sur la journée d'hier qui a été vraiment exceptionnelle. En médaille, mais aussi en ambiance. En termes de chiffres, 6 athlètes ont participé à la compétition en ski alpin, 4 en raquettes de neige et 1 en ski de fond pour 12 médailles au total. C'est bien cela?
C'est ça, 12 médailles. Les 2 premières en ski de fond, c'est quand même un grand bonhomme, 55 ans, auquel on ne fait pas de ski de fond à Monaco. Donc on le prépare en athlétisme, on le prépare en natation. Je sais que ça n'a rien à voir, mais physiquement on essaye de travailler son cardio. Ensuite lui fait sa préparation tout seul. Et ces 2 médailles d'argent, il ne les a pas volées. Bien au contraire, donc fier de lui. Je ne vais pas adopter le mot déçu parce que je ne suis pas déçu. Mais le contrat au ski alpin est de moitié réussi. On aurait pu faire un tout petit peu mieux. Mais on avait fait un pari. Le pari, on l'a gagné. Et puis, voilà, on n'a pas regretté le choix qu'on a fait. Mais on ne cache pas qu'on est un tout petit peu déçu. Les raquettes nous ont surpris. Encore hier, rien à dire. Vraiment, je ne pensais pas avoir ce résultat-là. Et on reste une petite nation. Lorsqu'on gagne le relais mondial en division 2 face à la Corée, l'Allemagne, le Danemark, et j'en oublie, la Slovénie, quand on compare le nombre de sportifs qu'ils ont et le nombre que l'on a, on peut être vraiment fiers d'eux. Ça reste un bilan très positif. Prochaine échéance pour Monaco, le Chili dans 2 ans? La prochaine échéance dans 2 ans au Chili, dans 4 ans en Suisse pour les Jeux d'hiver. Mais on a plein d'autres manifestations. Lorsque l'on va rentrer, la semaine prochaine, on sera déjà à Valbonne pour les championnats de France. Et puis une équipe partira en Slovaquie pour du triathlon. 2 mois après, on partira 3 fois au football avec les 3 équipes différentes, 2 fois en Italie et 1 fois en Espagne. Donc il y a du travail. Je voudrais juste rajouter une petite chose. Effectivement, les coachs sont très contents. En étant le directeur, je suis content de mes coachs ici. Je voudrais vraiment féliciter Laurent, Laura, Claudia et Annie pour leur travail qu'ils ont fait. Ils sont restés effectivement sur place, mais toutes les médailles leur appartiennent aussi. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Marco Muratori. Voilà, merci à vous. La place d'Armes s'est transformée en véritable temple du rugby hier. Dans l'après-midi et jusqu'en fin de soirée, la dernière journée du tournoi des 6 nations a été diffusée. 3 matchs opposant les meilleures équipes européennes. Les fans étaient réunis dans une ambiance conviviale autour de l'écran géant et des stands de jeu mis en place par l'AS Monaco Rugby. Retour en images avec Gaëtan Lebrun et Julien Logier. Pour la première fois, lors d'un grand rendez-vous sportif, une fan zone a été mise en place en principauté, à l'initiative de l'AS Monaco Rugby et soutenue par la mairie de Monaco. L'objectif, soutenir le rugby monégasque et promouvoir les valeurs du sport et de partage en principauté. On sait qu'il y a une communauté qui est multiple à Monaco, il y a une communauté anglo-saxonne, il y a une communauté française, une communauté italienne. Le tournoi des 6 nations, c'était vraiment le moment de rassembler tout le monde. Et puis voilà, le cœur de Monaco, on savait que ça permettait de fédérer tout le monde. Et aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez dit, regarder un match tout seul, ça n'a pas d'intérêt. Venir partager une bière et vivre ce moment tous ensemble avec les émotions. Et aujourd'hui, le match n'est pas facile. On savait que les Écossais ne rendraient pas le match facile. Donc aujourd'hui, on sait que c'est dur et on partage ça tous ensemble et c'est un bon moment. Un après-midi 100% sport sur la place du marché. C'est l'Italie qui a ouvert le bal à 15 h face à l'Irlande, avant le choc entre le Pays de Galles et l'Angleterre à 17 h. Mais le clou du spectacle, c'était bel et bien le France-Écosse de 21 h. Les supporters français sont venus nombreux, encourager les Bleus et partager des émotions. Je trouve que c'est très bien organisé. Ils ont fait vraiment quelque chose d'exceptionnel, que ce soit pour les enfants que pour les adultes aussi. Surtout que le rugby, c'est quelque chose de vraiment convivial, de collectif. Entre les amis et la famille, c'est vraiment très très bien. Les touristes écossais avaient eux aussi entendu parler de la fan zone et ne voulaient pas manquer l'événement, même de passage en principauté. Monaco's advertised very well. I think I first learned about this in the tunnel of Monaco. Frankly, Monaco's done a very good job of advertising, and we're here to have a good fun. It's a wonderful event. 6 Nations, the finale. Scotland's giving it everything they can. France, brilliant outcome. So you know, it was in the tournament's promotion. Une soirée parfaite qui s'est soldée par une victoire du 15 de France 35-16, un succès qui permet aux Bleus de remporter cette édition 2025 du tournoi des 6 nations devant l'Angleterre.
Dans l'actualité également, tout autre chose, le déplacement de Thomas Brezzo dans la capitale du Mexique, accompagné de la conseillère nationale Béatrice Fresco-Rolfo. Le président du Conseil national est avec nous pour évoquer les temps forts de ce voyage en faveur de la parité au sein des parlements. Bonsoir Thomas Brezzo. Bonsoir Sarah. Vous êtes actuellement au Mexique. Que fait le président du Conseil national dans cette destination ? Eh bien, je suis accompagné par Béatrice Fresco-Rolfo, qui est présidente de la Commission des droits de la famille et de l'égalité, et nous participons ensemble à la première conférence internationale organisée par l'UIP, une conférence qui porte sur les femmes parlementaires à travers le monde. Donc, c'est important de venir moi personnellement assister à cette première conférence où, en marche, nous avons fait diverses rencontres pour justement parler des travaux que nous abordons à l'international et sur lesquels je me suis engagé depuis quelques mois maintenant, en tout cas depuis le début de la présidence. Et quel est le message que vous avez porté ? Qu'il faut travailler en faveur du droit des femmes. Hein. On travaille plus généralement contre la lutte contre toute forme de discrimination en général. Le thème de cette conférence, c'est bien évidemment les femmes parlementaires. Donc nous sommes sur les thèmes de la parité au sein des parlements, au sein des institutions en général, de l'égalité, notamment l'égalité des pouvoirs, l'égalité des responsabilités, ou encore l'égalité salariale. Donc ce sont des sujets sur lesquels nous avons travaillé. J'ai participé moi-même hier à un premier panel sur l'égalité, sur la parité, pardon. Étant quasiment un des seuls hommes à être intervenu de la journée, j'ai tenté aussi de véhiculer l'idée que les hommes doivent s'investir davantage dans la lutte pour les droits des femmes. Vous avez été témoin de grosses disparités au Mexique ? Alors pas nécessairement, puisque eux, je crois que c'est le deuxième pays au monde dans lequel ils ont rendu constitutionnel l'obligation d'avoir un parlement, que ce soit leur Assemblée nationale ou leur Sénat, donc les deux chambres du législatif à parité. Donc ils ont la parité, ils ont une présidente de la République qui est une femme. Donc non, bien au contraire, le Mexique est très en avance au niveau de la parité. Donc je comprends le choix de l'Union interparlementaire de faire cette conférence ici même au Mexique, ce qui rend donc le lieu un peu moins insolite. Et quels ont été les temps forts de ce déplacement ? Tout d'abord, nous avons commencé mercredi nos travaux par une conférence de presse qui a été organisée avec le Parlement mexicain. Donc, nous avons rencontré le président du Sénat ici au Mexique pour une conférence de presse sur les discussions que nous avons pu avoir, les échanges que nous avons pu avoir autour de certaines thématiques. Alors, on a bien évidemment abordé cette conférence de l'Union interparlementaire. Nous avons également évoqué les luttes contre les différentes discriminations, mais nous avons abordé d'autres sujets comme les relations économiques ou encore le tourisme, qui sont des secteurs qu'il faudrait développer avec ce pays qui est magnifique, que moi je ne connaissais pas à titre personnel, qui est vraiment magnifique, la culture aussi, et effectivement on a tout à apporter avec des actions qui sont déjà réalisées par certains monégasques ici au Mexique. Donc effectivement les sujets abordés sont intéressants. Il y a le sénateur mexicain également en charge des affaires internationales qui doit se rendre à Strasbourg au mois de juin prochain, où il interviendra en tant qu'observateur auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Donc ce sera l'occasion de le revoir également. Nous l'avons invité, s'il en a le temps, à se rendre en Principauté de Monaco pour que nous puissions le rencontrer, et pourquoi pas donc justement discuter de ces secteurs-là comme le tourisme ou l'économie qu'on pourrait effectivement développer. Et vous avez également rencontré lors de ce déplacement des membres de la Fondation Turquoise. Cette organisation, je le rappelle, permet à des jeunes Mexicains en formation d'effectuer un stage en principauté. Alors tout à fait, nous avions évoqué ce sujet avec le président du Sénat en conférence de presse lorsque nous sommes arrivés mercredi. Hasard du calendrier, la Fondation Turquoise se réunissait, son conseil d'administration se réunissait ici à Mexico. Nous avons donc profité de ce voyage pour se rendre au sein de l'école Servir Bien, qui forme effectivement des jeunes au métier de l'hôtellerie et qui peuvent qui viennent ensuite en Principauté de Monaco faire un stage de plusieurs mois pour compléter leurs acquis. Merci beaucoup Thomas Brezzo d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie, merci. Merci à vous. Bonne soirée. Vous les avez certainement aperçus sur le port Hercule. Les pompiers et la police maritime étaient mobilisés jeudi pour un exercice grandeur nature. L'objectif, tester leur réactivité en cas d'incendie sur un yacht. Vanessa Dessy et Massimo Piantoni étaient sur place.
L'opération consistait à simuler un incendie à bord d'un yacht d'une trentaine de mètres amarré dans le port Hercule. Le protocole feu a rapidement été activé, entraînant la neutralisation temporaire du trafic par la police afin de sécuriser la zone. Les équipes ont suivi de près un scénario réaliste visant à optimiser leur réactivité. C'est un scénario qui est travaillé en amont par le corps des sapeurs-pompiers avec la direction des affaires maritimes, la division police maritime et aéroportuaire, la SEPM et le Yacht Club. On se réunit avant, alors c'est un exercice biannuel, on le fait 2 fois par an, une fois à la SEPM, une fois au Yacht Club. C'est un scénario qui est différent à chaque fois, avec des zones différentes, avec des paramètres différents qu'on incorpore. L'objectif c'est de valider les procédures qui sont mises en place par tous les services concernés et puis d'évaluer la coordination et l'interaction entre chaque service sur le terrain. L'exercice s'est déroulé avec succès, permettant aux secours de tester leurs procédures d'intervention en milieu portuaire. Les pompiers et la police maritime ont rapidement évacué les victimes, pris en charge le mécanicien resté à bord et maîtrisé l'incendie, évitant la propagation aux navires voisins. L'opération a également permis de sécuriser et d'extraire plusieurs œuvres d'art présentes sur le yacht. Une coordination efficace qui confirme la préparation des secours face à ce type de sinistre. On peut dire que l'engagement a été très rapide puisque la levée de doute au niveau de la SEPM a été faite rapidement avec des éléments cohérents et corrects qui ont permis d'engager au niveau du corps des sapeurs-pompiers de Monaco les moyens en adéquation par rapport à la situation initiale. Cet exercice a donc permis de tester en conditions réelles la coordination des secours et l'efficacité des protocoles en cas d'incendie à bord d'un navire. Une simulation essentielle pour anticiper les risques et garantir la sécurité du port Hercule. Qui veut gagner non pas des millions mais des neurones? C'est le titre d'un atelier qui a eu lieu mercredi au CHPG dans le cadre de la Semaine du cerveau. Les participants ont bénéficié des bons conseils de neuropsychologues du centre Régnier 3 pour prendre soin de leurs cellules nerveuses. Voici ce qu'il fallait retenir de ce rendez-vous avec Vanessa Dessy et Massimo Piantoni. Les neurones, ces cellules nerveuses essentielles à la transmission des informations dans le cerveau, ont longtemps été considérées comme non renouvelables une fois détruits. Cependant, des recherches récentes ont bouleversé cette idée. Le cerveau a la capacité de créer de nouveaux neurones, même à l'âge adulte, notamment dans les régions liées à la mémoire et à l'apprentissage. On a découvert depuis déjà de nombreuses années qu'il y a une neuroplasticité. Ça veut dire que les neurones peuvent évoluer au cours de la vie. Ce n'est pas statique. C'est très important pour les gens qui savent que tout ça est malléable. Et il y en a beaucoup d'activités que c'est possible à faire, notamment tout ce qui est jeux, activités cognitives, apprentissage nouveau, et tout ça est très important au cours de la vie. L'atelier Qui veut gagner des neurones, animé par des neuropsychologues du centre Régnier 3, a attiré un large public. Le jeu interactif a été conçu pour sensibiliser les participants aux meilleures pratiques pour stimuler la croissance neuronale. Je pense qu'on va pouvoir apprendre plein de choses, surtout que c'est en forme de quiz maintenant, donc franchement c'est pas mal. C'est déjà plusieurs années que je suis la Semaine du cerveau ici à Monaco. Et ça c'est aussi avec un sujet assez intéressant, donc si on pourrait gagner quelques neurones, pourquoi pas. On est content d'être là et voilà, on a hâte de savoir ce qui va se passer et comment ça va se dérouler. C'est très instructif, le format est très intéressant et ça nous stimule, donc ça nous permet de vraiment rentrer dans d'assimiler mieux les informations. On est content d'être ici, je pense que c'est un sujet à développer et très intéressant. Et on est ici pour un peu apprendre et à tirer des connaissances en plus. L'atelier Qui veut gagner des neurones a démontré qu'il n'est jamais trop tard pour prendre soin de son cerveau. Loin d'être un simple organe passif, il est capable de se réinventer à tout âge. Et l'art est un bon moyen de stimuler ses facultés cérébrales. L'Institut audiovisuel vous propose une nouvelle projection mardi au Théâtre des Variétés pour découvrir ou redécouvrir Ninotchka, un long métrage sorti en 1939. Le directeur de l'Institut, Vincent Vatrican, nous en dévoile un peu plus sur ce film qui a totalisé 4 nominations aux Oscars dans cet entretien mené par Fabien Bonnia. Vincent Vatrican, bonsoir.
Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on parle d'un vieux film en noir et blanc de 1939, Ninotchka. De quoi parle ce film? Ninotchka. Est-ce que c'est un vieux film, Fabien? Disons qu'il n'est pas dépassé, il est en pas fait, tout c'est jeune. ça? Il n'est pas tout jeune, 1939, faites le calcul. 1939, mais comme souvent 10-12 ans après Lubitsch, le premier film parlant. ça vieillit très bien, les films de Lubitsch. Ouais. C'est toujours plaisant, c'est toujours d'une subtilité dont on peut dire qu'on voit assez peu d'équivalent dans le cinéma d'aujourd'hui. Le cinéma américain, on peut aller jusqu'à Black Edwards ou Billy Wilder, même dans ces derniers. Mais l'équivalent aujourd'hui, dans cette écriture, dans ce sens du détail, du bon mot, etc. Mais c'est-à-dire qu'il fait passer des messages avec finesse, en fait. C'est ça. Ouais, c'est toujours même... Alors, pour répondre à votre question, l'histoire de Ninotchka, c'est celle de 3 agents soviétiques qui sont à Paris pour une négociation, mais dont on s'aperçoit qu'ils se sont vite habitués à la vie parisienne. Au capitalisme. Au capitalisme, si on veut, et évidemment, un commissaire du peuple va être envoyé de Moscou, Greta Garbo, pour effectivement essayer de les remettre dans le droit chemin. Greta Garbo. Alors, c'est le départ de cette comédie qui monte en puissance tout au long du film et qui, à un moment, en effet, bénéficie d'une sorte de cassure. Je m'explique. Le film a été, à l'époque, un peu mal vu parce que c'était un film réellement anticommuniste. Voilà. Alors qu'on n'est qu'en 1939 et on ne sait pas ce qui va se passer plus tard avec le communisme. Déjà, mais le fait est que Hollywood est déjà, il est vrai, dans la production d'un certain nombre de films, de genre surtout, films de guerre, films policiers, fondamentalement anticommunistes. Donc celui-ci a été un peu mis à cette sauce-là, ce qui est à mon avis une erreur de diagnostic, parce que ce que Lubitsch veut montrer, c'est pas juger le communisme pour le communisme, c'est montrer que le communisme est l'antithèse du Paris tel que Lubitsch le figure, c'est-à-dire un Paris sur Hollywood, le Paris de la belle vie, de la liberté, du rire, des soirées, du champagne. Ce qui n'est pas du tout la même chose, c'est-à-dire que c'est forcément un Paris factice. Le Paris que se figure une certaine société hollywoodienne. Donc je trouve que le film là-dessus a été assez mal compris. Et pour en venir à cette cassure, c'est que dans le film, Greta Garbo, qui arrive engoncée dans son habit de commissaire du peuple... Ou on ne rigole pas avec elle. On ne rigole pas avec elle, va s'enticher de Melvyn Douglas, qui, petit à petit, va la dérider, et finalement, elle va éclater de rire. Et c'est une des rares fois où on entend Greta Garbo rire, d'ailleurs. C'est là où le film change de dimension, et en même temps, c'est un moment qui est resté dans l'histoire du cinéma, puisque la production MGM a fait fond sur, enfin, Greta Garbo rit, qui avait des rôles plutôt dramatiques. Qui, en effet, jusqu'à présent, avait plutôt des rôles assez je dirais, austères, sérieux.
Et là, effectivement, elle se déride, et c'est évidemment une joie incommensurable de l'entendre rire à gorge déployée dans ce restaurant lorsque Melvyn Douglas se casse la gueule et tombe sur les tables, etc. Et c'est un moment absolument sidérant de ce film, totalement inattendu, même si la presse, après, s'en est fait évidemment l'écho. Et le film, à ce moment-là... Oui, parce qu'il y avait presque le sous-titre, le rire de Greta Garbo avec ce film. Absolument. Et le film donc change de dimension à ce moment-là, et c'est effectivement un film signé 100% Lubitsch, qui du coup fait l'apanage de la société telle qu'il la voit. C'est-à-dire, il faut profiter de la belle vie, etc., etc. Et pour ça... Rien que pour ça, le film est absolument savoureux. Donc il faut aller voir Ninotchka, j'imagine. Impérativement. Allons-y. Merci Vincent. Merci Fabien. You might be an interesting subject of study. I'll do my best. I'm looking for the Eiffel Tower. Good heavens, is that thing lost again? So you don't think that's funny? Ha ha. Now go back to your table. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Ne manquez pas demain la sortie d'un nouveau podcast, Monaco Info. Il est consacré ce lundi à Emmanuel Tama, au micro de Geneviève Berthy, l'architecte d'intérieur et designer qui a fondé en principauté le studio Tama Architecture avec son mari, a partagé son parcours et ses inspirations. Dans un court instant, votre météo, présentée par Théo Schumer. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Belle soirée et belle semaine à tous d'ici là. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Du soleil et encore du soleil, ça devrait se maintenir toute la semaine, nous y reviendrons dans nos prochains bulletins météo. En tout cas pour demain, vous en aurez, c'est une certitude, avec un ciel bleu pour votre matinée. Quelques passages nuageux à noter toutefois l'après-midi et en soirée. Rien de bien méchant, je vous rassure. Côté température, on va bien redescendre le matin, puisqu'on sera sur une moyenne de 7 degrés, mais vous aurez jusqu'à 13 degrés l'après-midi. Demain, nous serons le 17 mars, ce sera la fête irlandaise de la Saint-Patrick. Pour l'occasion, n'hésitez pas à tous vous habiller en vert pour aller travailler. Bonne semaine à tous. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.